À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions sont stoppés près de la frontière togolaise et sous des sacs d'aide apparaissent fusils, grenades et missiles évalués à plus de 700 millions de dollars. Cette interception fulgurante, déclenchée en quelques minutes, renverse la routine des contrôles et propulse d'un coup le Burkina Faso au cœur d'un basculement historique. Pour Ibrahim Traoré, comme pour chaque citoyen, une question s'impose alors. Cette nuit marque-t-elle le moment où l'État prouve enfin qu'il peut se défendre seul? Et si ce convoi avait franchi la frontière, à quoi ressemblerait aujourd'hui le pays? Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse la simple saisie d'armes. Le Burkina Faso a soudain dû démontrer qu'il pouvait mesurer, expliquer et contenir une menace d'ampleur internationale. La promesse de cette enquête est claire: comprendre comment 57 camions chargés d'arsenaux complets ont pu converger vers une même frontière sans alerter plus tôt les systèmes de sécurité, et ce que cette faille révèle de la vulnérabilité nationale. Pour le pays, l'enjeu central tient en 10 mots: éviter qu'un complot extérieur ne décide du sort intérieur. C'est ici que la tension se cristallise. Les numéros de série, les itinéraires bancaires et les aveux enregistrés deviennent autant de balises permettant d'éclairer un réseau qui se croyait invisible. Mais un doute persiste, petit, tenace, presque insolent. Si cette opération n'était que la partie émergée d'un mécanisme plus vaste, c'est ce fil tiré, cette interrogation suspendue, qui confère à l'affaire une portée stratégique. Elle n'explique pas seulement un convoi stoppé, elle raconte la manière dont un État décide de reprendre la main sur son destin. Les premières heures de l'enquête révélèrent un renversement total du récit officiel. Au moins 57 camions avaient quitté des points distincts avant de converger vers la frontière togolaise, selon une logistique pensée pour échapper au radar. Et, détail encore plus déroutant, plusieurs armes portaient des numéros de série liés à la Libye, au Yémen et à des usines européennes, confirmant que le pays faisait face à un réseau structuré et international. Ce double constat modifia immédiatement la lecture des événements. Les techniciens confirmèrent que les fusils, grenades, missiles et roquettes ne provenaient pas d'un artisanat local, mais d'une chaîne transnationale où se mêlaient stocks libyens, circuits moyen-orientaux et cargaisons neuves au conditionnement impeccable. Les enquêteurs, confrontés à cette complexité, durent reconstituer à la fois les itinéraires, les flux financiers et les commanditaires potentiels. Informé heure par heure depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré exigea que chaque numéro de série soit vérifié et que chaque conducteur soit interrogé séparément pour éviter toute contamination narrative. C'est dans ce contexte qu'émergea une première rupture: l'aveu de Marc-Antoine Zongo, l'un des chauffeurs, affirmant qu'on lui avait présenté le chargement comme de simples pièces agricoles. L'incohérence de son témoignage fit comprendre à l'équipe que le dispositif avait été conçu pour compartimenter les rôles et neutraliser les soupçons. Le puzzle se complexifia encore lorsque les analystes retracèrent les mouvements des camions. Expédiés depuis des zones différentes, ils n'avaient convergé qu'au dernier moment, selon une technique classique d'évasion de contrôle. Le caractère méthodique du schéma laissait supposer un commandement centralisé. Les premières hypothèses sur un réseau isolé ou improvisé furent donc balayées. La quantité d'armes, leur valeur, plus de 700 millions de dollars, et la diversité de leur provenance imposaient de requalifier l'affaire en opération coordonnée depuis l'étranger. À mesure que les éléments s'imbriquaient, une certitude se formait: ce convoi n'était pas une anomalie logistique, mais la partie visible d'un plan militaire et politique que le pays n'avait encore jamais affronté. Et cette prise de conscience, brutale mais lucide, allait guider toute la suite de l'enquête. Au cœur de cette mécanique d'ombre, un homme devint le fil conducteur de l'enquête: le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières de la région des Canaries.
Depuis des années, il connaissait ces pistes silencieuses mieux que quiconque, observant les variations du trafic, les horaires inhabituels et les ruptures infimes qui trahissent un passage anormal. La nuit du 16 août, il nota immédiatement une discordance. Plusieurs camions, roulant sans phare, avançaient avec une synchronisation trop parfaite pour être innocente. Comme une première petite séquence se joue en quelques minutes. Sous ses ordres, 15 hommes, 2 véhicules blindés légers et un drone prêté par l'armée furent déployés pour fermer la route. Le dispositif était improvisé mais précis. Lorsque le premier camion fut arrêté, puis un second, puis un troisième, Caboret comprit que l'équipe venait de toucher quelque chose de bien plus vaste qu'un simple trafic transfrontalier. Comme une seconde petite séquence éclata à l'ouverture des caisses. Sous des sacs de farine et de lait en poudre, les soldats découvrirent des fusils neufs, des grenades soigneusement emballées, des roquettes en série. Le silence qui suivit fut lourd, presque physique. Ce moment marqua le basculement psychologique, la certitude qu'ils avaient intercepté non pas une cargaison irrégulière, mais un arsenal complet destiné à renverser l'équilibre du pays. Ces premières heures eurent un impact immédiat. Les équipes de renseignement furent redirigées, la présidence fut alertée et une coordination d'urgence se mit en place. Le capitaine Caboret, malgré la pression, conserva la même ligne: préserver chaque preuve et éviter tout affrontement inutile. Et l'enjeu était limpide: agir vite pour éviter l'irréparable. Tout démarra par un signal presque anodin, un écho-radar, une trajectoire irrégulière, une heure inhabituelle. Le déclencheur fut sec, sans préavis. À 4 heures, les premières unités frontalières verrouillèrent l'accès. En moins de 5 minutes, les routes secondaires furent fermées. Les patrouilles avancèrent par segments rapides, coupant chaque possibilité de fuite. Les conducteurs, surpris, tentèrent de manœuvrer, mais la nasse se refermait déjà. Le piège fonctionnait. Puis la montée se fit brutale. Un camion stoppé, puis deux. Puis toute la file immobilisée en un quart d'heure. Les soldats ouvrirent le premier conteneur. Une odeur de métal et de sueur s'en échappa. Sous des sacs d'aide humanitaire, des caisses scellées apparurent. Les verrous furent brisés, des fusils d'assaut rangés par couches compactes, des grenades emballées comme des produits industriels, des roquettes alignées avec une précision clinique. La scène ressemblait à un stock militaire entier reconstruit dans un camion. Le choc parcourut l'unité. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçut le rapport d'initial. Il ordonna immédiatement la sécurisation totale du périmètre. Aucun tir inutile, aucune balle perdue, aucune preuve détruite. Le mot d'ordre circula à toute vitesse. Les forces spéciales furent dépêchées. Les équipements médico-légaux prirent position autour des véhicules. Chaque mètre de terrain fut balisé. Les relevés photographiques commencèrent. Les numéros de série furent consignés un par un. Chaque détail comptait. Le climax arriva en début d'après-midi. À 13 heures, les drones verrouillèrent la zone. À 13 heures, les véhicules furent encerclés par les blindés légers. À 13 heures, les conducteurs paniqués tentèrent de fuir. Les chemins étaient déjà bloqués. Les soldats ouvrirent de nouveaux camions. Cette fois, l'ampleur dépassa les estimations. Arsenaux complets, munitions en quantité massive, missiles anti-aériens, explosifs. Tout était là, empaqueté avec une précision presque militaire. Le capitaine Caboret appela la présidence. Monsieur le Président, vous n'allez pas y croire, ce sont des arsenaux complets. Le président convoqua une cellule de crise. Les membres du Conseil national de sécurité affluèrent. Les images satellites furent projetées. Les itinéraires des camions furent tracés sur un mur complet. Les premiers suspects furent identifiés. Les ministres, les ministres comprirent qu'ils n'avaient pas simplement stoppé des trafiquants, ils avaient intercepté une guerre avant son déclenchement.
Les discussions devinrent rapides, serrées, tendues. L'État devait frapper juste et vite. L'onde de choc gagna la population. Les médias d'État relayèrent de l'opération. Les réseaux sociaux explosèrent de rumeurs. Certains parlaient d'un coup d'État déjoué, d'autres d'une intervention étrangère. Dans les villages, les habitants sortirent pour voir les camions saisis. Beaucoup n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Les images circulaient déjà sur les téléphones. La peur et la fierté se mêlaient. L'aftershock institutionnel prit forme dans la nuit. Le lendemain, 23 adresses furent perquisitionnées à Ouagadougou. 17 entrepôts contenaient encore des armes. Les arrestations s'enchaînèrent. Anciens ministres, hommes d'affaires, diplomates, officiers retraités, les interrogatoires révélèrent une organisation planifiée depuis des mois. Un nom apparut. Opération démocratie restaurée. Un plan à 700 millions de dollars destiné à renverser le pouvoir en place et réinstaller un régime aligné sur l'Occident. Le pays venait de comprendre l'essentiel. Le convoi n'était pas un incident. C'était la première scène d'un coup d'État transnational. Et la riposte ne faisait que commencer. Au départ, la ligne de base semblait simple, un convoi suspect stoppé avant la frontière. Mais le delta apparut dès que les équipes médico-légales ouvrirent les caisses. Les volumes, les provenances et les codages dépassaient tout ce que les services burkinabés avaient déjà rencontré. Les chiffres, froids et précis, prirent immédiatement le contrôle du récit. Chaque arme, chaque pièce, chaque obus devint un fragment de vérité irréfutable, dessinant la cartographie d'un projet militaire d'une ampleur exceptionnelle. Les experts avancèrent méthodiquement, sachant que la force du dossier dépendait de la rigueur de ses premières heures. Le premier ensemble de données concerna les armes légères. Les techniciens répertorièrent 25 000 AK-47, dont une grande partie présentait des séries issues des stocks libyens post-2011. Une telle quantité suffit à équiper plusieurs brigades complètes, sans difficulté notable. Le contraste avec les saisies habituelles était immense. D'ordinaire, quelques dizaines d'unités apparaissent, rarement plus. Ici, les couches successives de fusils formaient des colonnes entières, comme si un dépôt militaire avait été démonté pièce par pièce, puis reconstruit dans les camions. Ce seul chiffre imposait déjà une lecture stratégique. Quelqu'un voulait projeter une force armée significative sur le territoire burkinabé. Le second ensemble porta sur les armes occidentales. Les équipes identifièrent 10 000 fusils M16, dont certains portaient des codes liés à des chaînes d'exportation européennes. Cette origine mêlée révélait un réseau capable d'absorber plusieurs sources sans attirer l'attention. Pour les enquêteurs, ce point fut déterminant. Il montrait qu'il ne s'agissait plus d'un trafic opportuniste, mais d'un système articulé, soutenu par des circuits financiers capables d'acheter, stocker et redistribuer des cargaisons entières de matériel militaire standardisé. Le troisième ensemble fit basculer l'analyse dans une autre dimension. Plus de 400 missiles anti-aériens furent répertoriés dans les différents conteneurs, certains encore scellés dans leurs emballages d'origine. Un tel arsenal modifie radicalement l'équilibre tactique d'une crise interne. Les spécialistes du renseignement comprirent alors que la finalité dépassait la simple déstabilisation, neutraliser l'armée burkinabé, couper son aviation et créer une fenêtre de vulnérabilité propice à un changement de régime. À ce stade, les équipes n'avaient plus aucun doute. La construction logistique était méthodique, coûteuse et surtout planifiée pour surprendre les institutions. Informé en continu, Ibrahim Traoré ordonna que chaque numéro de série soit croisé avec les bases de données partenaires. Cette décision permit de révéler une architecture encore plus vaste. Plus de 40% des armes provenaient d'anciens dépôts libyens, 35% du Moyen-Orient
principalement du Yémen, et près de 25% directement d'usines européennes. Les proportions confirmaient la dimension transnationale du projet. Les analystes financiers, de leur côté, retracèrent des transferts bancaires transitant par Abidjan, Accra, puis vers des comptes au Luxembourg et dans le Golfe. Une construction digne d'une multinationale. L'ensemble formait une conclusion nette. Le Burkina Faso n'avait pas intercepté un trafic, mais une opération militaire prépositionnée, financée par un réseau complexe et protégée par plusieurs couches de dissimulation. Les nombres, et seulement les nombres, avaient permis de le prouver. Deux lectures opposées émergèrent dès les premières heures suivant la révélation du convoi. La première, largement relayée par certains médias occidentaux, soutenait que le Burkina Faso avait amplifié la menace pour consolider l'autorité du président. Selon cette thèse, il s'agissait d'un épisode interne, certes grave, mais dépourvu de dimension géopolitique réelle. L'argument central reposait sur une idée simple. Un État fragilisé aurait tendance à dramatiser les événements pour ressouder l'opinion publique et marginaliser ses opposants. La seconde lecture, portée par plusieurs gouvernements africains du Sahel, avançait au contraire qu'il s'agissait d'une ingérence extérieure organisée, comparable aux mécanismes ayant précédé l'effondrement de la Libye. Pour ces observateurs, la convergence de 57 camions, la diversité des provenances, le codage des armes et les flux bancaires transnationaux ne pouvaient en aucun cas résulter d'une dynamique purement interne. L'opération, selon eux, s'inscrivait dans un schéma plus large visant à reconfigurer les rapports de force régionaux. Face à ces deux narratifs, l'analyse rigoureuse exigeait d'examiner les preuves concrètes. Les experts indépendants, sollicités pour évaluer les séries d'armes et les itinéraires financiers, confirmèrent que les flux matériels ne pouvaient être produits localement. Certaines pièces provenaient de dépôts libyens identifiés, d'autres du Yémen et plusieurs encore d'usines européennes. Les documents récupérés lors des perquisitions mentionnaient des réunions à Accra, des transferts depuis Abidjan et même un canal diplomatique secret vers Paris. Surtout, les aveux de plusieurs suspects établissaient une préparation sur plusieurs mois, avec une logistique pensée pour contourner les radars. La thèse minimaliste perdait ainsi de sa cohérence. Aucun des éléments structurants, volume, origine, circuit poisson, circuit financier, coordination, ne s'alignait avec l'idée d'un simple incident local. Au contraire, les données accumulées pointaient vers une architecture transnationale. Le Stillman s'imposa donc naturellement. Seule l'hypothèse d'une opération concertée soutenue par des acteurs extérieurs permettait d'expliquer la totalité des faits observés sans contradiction majeure. Tout bascule à cet instant. Au milieu de l'enquête, un document saisi dans l'ordinateur d'un suspect introduisit une rupture nette. La présence d'un plan complet d'intitulé Démocratie restaurée, assorti de passés diplomatiques falsifiés et de premiers décrets prêts à être appliqués après la chute programmée du gouvernement. Cette découverte ne relevait plus de la spéculation, mais d'une architecture politique déjà écrite, où chaque ministère avait un successeur désigné. Les enquêteurs comprirent qu'ils ne faisaient plus face à une chaîne d'approvisionnement, mais à un scénario de prise de pouvoir calibré dans les moindres détails. Lorsque les fichiers furent présentés à Ibrahim Traoré, la dimension du complot changea de nature. Les échanges d'emails retrouvés, les virements codés et les identités multiples révélèrent un maillage où se croisaient diplomates, entreprises liées à la défense et relais financiers dans plusieurs capitales. La transparence devint alors l'outil central de la riposte. Rendre publiques les preuves pour couper court à toute manipulation du récit. Cette étape marqua le véritable midpoint, le moment où l'État ne se contenta plus de se défendre, mais décida de reconfigurer le rapport de force en exposant le complot à la lumière.
Les conséquences de l'opération s'étendirent rapidement sur l'ensemble des institutions nationales. Pour l'État burkinabé, l'affaire devint un test de résilience sans précédent. Les forces armées renforcèrent la surveillance aux frontières, réorganisèrent la chaîne logistique militaire et mirent en place une cellule d'audit permanent chargée de vérifier l'origine des équipements. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un mécanisme de transparence inédit vit le jour. La publication mensuelle des flux d'armes saisies, une première sur le continent destinée à restaurer la confiance publique. Les acteurs économiques, eux, furent confrontés à une onde paradoxale. Les sanctions annoncées par certains partenaires occidentaux après l'arrestation de ressortissants étrangers impliqués dans le réseau firent craindre une récession brutale. Pourtant, l'effet inverse se produisit. Les partenaires alternatifs, Russie, Chine, Turquie, proposèrent des accords de coopération directe compensant les pertes commerciales. En 4 mois, les exportations minières augmentèrent de 18%, un signal inattendu prouvant que le réalignement géoéconomique pouvait devenir un levier plutôt qu'un fardeau. La population civile vécut l'impact de manière plus émotionnelle que structurelle. Les images des entrepôts remplis d'armes, les aveux télévisés de François Bongo et les discours de Ibrahim Traoré nourrirent d'un sentiment collectif de fierté mêlé à l'effroi. À Ouagadougou, des milliers de citoyens défilèrent spontanément pour exprimer leur soutien au gouvernement. Sur les réseaux sociaux africains, le hashtag Machache Afrique réveillée devint un symbole d'unité, révélant une aspiration panafricaine souvent contenue, mais rarement exprimée avec une telle intensité. Enfin, la région du Sahel fut profondément influencée par l'affaire. Les gouvernements du Mali et du Niger lancèrent des audits internes de leurs circuits d'armement, craignant que des réseaux similaires n'existent sur leur territoire. Une coordination trilatérale fut officialisée pour traquer les importations illégales et partager les renseignements sensibles. Même la CEDEAO, pourtant fracturée politiquement, reconnut que l'opération menée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré avait évité un embrasement régional comparable aux précédents conflits du Maghreb. Ces 4 niveaux de répercussion institutionnelle, économique, sociale et régionale convergèrent pour transformer un événement initialement perçu comme un incident frontalier en un tournant géopolitique majeur. Le Burkina Faso, sorti de la crise matériellement éprouvé mais moralement renforcé, désormais regardé autrement par ses voisins comme par ses adversaires potentiels. Plus qu'une interception, l'opération devint un précédent, celui d'un État africain capable de résister à une manipulation internationale sans sombrer dans le chaos. 3 trajectoires distinctes émergent pour les mois à venir, chacune révélant un possible chemin pour le Burkina Faso dans l'après-crise. Le scénario de base s'appuie sur une itinéraire, sur une stabilisation progressive. Les enquêtes judiciaires se poursuivent, les institutions se consolident et les alliances régionales se renforcent sans rupture totale avec les partenaires occidentaux. Dans cette hypothèse, les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues, permettant au pays de maintenir un fragile équilibre. Les réformes engagées après l'interception, transparence des flux d'armes, audit permanent et coordination régionale, produisent des effets mesurés mais tangibles. La croissance, estimée autour de 3,5%, soutient un début de résilience sécuritaire. Le scénario optimiste imagine un effet d'entraînement continental. L'opération menée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré devient un exemple de résistance souveraine, inspirant les nations voisines. Une architecture panafricaine de sécurité pourrait alors émerger, basée sur la vigilance, le partage d'informations et l'intégration économique. Les flux commerciaux intra-africains
augmenterait d'environ 20%, tandis que les capitaux se réorienteraient vers des projets souverains, réduisant la dépendance structurelle envers les marchés extérieurs. Dans cette dynamique, le Burkina Faso se transformerait en symbole d'une renaissance politique fondée sur la transparence et la maîtrise des menaces transnationales. Le scénario difficile, enfin, redoute une contre-offensive silencieuse. Sanctions supplémentaires, campagne de désinformation, pression financière. Dans cette configuration, l'État risquerait de se retrouver isolé, exposé à un ralentissement économique marqué. L'inflation pourrait s'aggraver, les importations stratégiques devenir plus coûteuses et les tensions sociales s'intensifier. Toutefois, même dans cette hypothèse, le capital de cohésion forgé pendant la crise offrirait un amortisseur relatif, permettant au pays de conserver une base de stabilité interne. Quelle que soit la trajectoire, une recommandation s'impose, penser l'avenir en termes de capacité d'anticipation plutôt que de réaction. La crise a montré que la vulnérabilité ne réside pas seulement dans la puissance des adversaires, mais dans la lenteur à détecter leurs intentions. En intégrant cette logique, le pays pourrait transformer une épreuve existentielle en matrice de souveraineté durable. Au-delà des institutions et des alliances, cette affaire touche directement trois cercles de citoyens. Le premier rassemble ceux qui vivent de la sécurité au quotidien. Selon ce premier ensemble de personnes, soldats, mères de famille, enseignants, chauffeurs de nuit, pour eux, l'interception des 57 camions ne relève pas d'un récit géopolitique abstrait, mais d'un événement qui aurait pu changer leur vie en une nuit. Les images des armes saisies, fondues ensuite en métal pur, ont créé une forme de soulagement mêlé de gravité. Elles rappellent que la vigilance n'est pas un luxe mais un réflexe collectif capable de protéger les foyers. Le deuxième cercle concerne les Burkinabés qui travaillent à l'étranger, selon un autre ensemble de personnes. La diaspora, souvent attentive aux récits véhiculés par les médias internationaux, a vu dans cette affaire une réaffirmation d'identité. Les débats sur les réseaux sociaux, les discussions dans les associations, les échanges entre étudiants ont mis en avant une idée simple. La souveraineté ne s'explique pas seulement par la force militaire, mais aussi par la capacité à montrer la vérité au monde. Pour ces communautés dispersées, l'action des autorités a offert un point d'ancrage et une source de fierté. Enfin, le troisième cercle regroupe ceux qui cherchent à comprendre comment une crise devient un repère collectif, selon un troisième ensemble de personnes, jeunes diplômés, journalistes, chercheurs. Pour eux, l'opération offre un cas d'école, une matière à réflexion sur les mécanismes de désinformation, les réseaux transnationaux et les moyens de les déjouer. Beaucoup y voient l'occasion d'ancrer une culture de vérification et de sens critique dans la vie publique. Dans ces trois cercles, une même intuition circule. La protection d'un pays commence par l'attention que chacun porte aux signaux faibles. Une simple conversation, un partage d'informations ou une vigilance accrue peut devenir une contribution discrète mais décisive. Le plan annoncé par Ibrahim Traoré après la crise repose sur 5 volets précis, chacun conçu pour transformer une victoire ponctuelle en architecture durable. Sécuriser la chaîne de renseignement. Chaque poste frontalier se voit doté d'un système de détection connecté et d'un officier d'analyse dédié. L'objectif est mesurable: zéro passage illégal majeur pendant 12 mois consécutifs. La méthode est simple et directe: tracer, vérifier, transmettre. Moderniser les capacités militaires. Les armes fondues deviennent une ressource. Le métal recyclé alimente un fonds destiné à équiper les unités frontalières et à financer l'éducation civique dans les zones rurales. Indicateurs attendus: hausse du matériel opérationnel disponible et progression du nombre de formations locales. Créer un pôle judiciaire spécialisé. Rattaché directement à la présidence, il traite les crimes transnationaux liés au flux d'armes. Le délai est fixé:
6 mois pour devenir pleinement fonctionnel. Le suivi repose sur la rapidité d'instruction et la qualité des dossiers consolidés. Renforcer la coopération panafricaine. Burkina Faso, Mali et Niger initient un partenariat de partage d'informations sécuritaires. Mesures de performance. Nombre d'opérations conjointes menées et volume de données échangées. L'idée, c'est clair. Bâtir une défense collective. Inscrire l'expérience dans les programmes scolaires. L'enjeu est éducatif autant que stratégique. Chaque élève doit comprendre ce que signifie défendre son pays par la vérité. L'indicateur est intangible mais essentiel. Diffusion durable d'une culture de vigilance. En combinant ces 5 axes, l'État cherche non seulement à éviter la répétition de la crise, mais à institutionnaliser la méthode. Transparence, coordination, anticipation. Dans les dernières heures de l'opération, alors que les armes fondues se transformaient en métal incandescent, une image s'imposa comme un fil conducteur, celle du capitaine Musa Kaboré, tenant entre ses mains un fragment d'arme devenu cloche d'école. Le geste rappelait silencieusement la nuit où tout avait commencé, quand il avait intercepté les premiers camions, sans mesurer encore l'ampleur de ce qu'il venait d'empêcher. Autour de lui, des enfants, des mères, des vieillards observaient le métal couler comme si la peur elle-même fondait avec les armes. Le symbole dépassait la simple victoire. Il annonçait une manière de transformer la menace en mémoire et la mémoire en force. Au palais de Kossiam, Ibrahim Traoré, visiblement épuisé mais déterminé, savait que chaque décision prise depuis cette nuit pèserait longtemps sur la génération à venir. Pourtant, ce moment de clarté collective, ce mélange de fierté, de soulagement et d'espoir, donnait un sens nouveau à la lutte engagée, et un pays comprit qu'on peut forger la paix dans le feu. L'histoire du 16 août ne s'arrête pas aux chiffres ni aux discours. Elle vit désormais dans les gestes quotidiens d'un pays qui a vu en une nuit sa propre fragilité et sa propre force. Les enseignants racontent aux élèves comment une vigilance collective peut empêcher une tragédie. Les familles discutent du rôle de la transparence. Les diasporas relaient le récit comme un repère identitaire. Cette mémoire partagée n'a rien d'un monument figé. Elle circule, se transmet, s'adapte et rappelle que la souveraineté commence aussi dans la façon dont un peuple raconte ses épreuves. Si ce récit vous interpelle, vous pouvez l'amplifier, en parlant autour de vous, en l'utilisant comme matière de réflexion, ou simplement en partageant les enseignements qu'il porte. La conversation publique grandit par ces gestes discrets. Et vous, que retenez-vous de cette nuit où la vérité a changé le destin d'un pays?